Bonjour, bonjour à tous. Ça y est, on est en live avec Guillaume aujourd'hui. Bonjour Guillaume. Bonjour. C'est bon, tout marche bien, on s'entend bien. Donc, écoutez, on est très content, très heureux aujourd'hui de tous vous retrouver pour ce troisième épisode de notre saison 1 de webinar sur la cyber orientée startup pour cette saison 1. Donc aujourd'hui, le sujet qu'on a devant nous, c'est le sujet des questionnaires de cybersécurité. Donc je vois qu'il y a encore certains d'entre vous qui se connectent. Je vais laisser 20 ou 30 secondes de plus pour que tout le monde ait la discussion depuis le début. Donc je rappelle ici que vous trouvez en bas à droite de votre écran un chat où vous pouvez poser des questions et le principe c'est que vraiment ce soit la discussion la plus interactive possible. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure des choses qu'on discute de venir poser vos questions et interagir avec nous. Vous aurez aussi quelques questions de sondage qui nous permettent de comprendre où vous vous positionnez et comment chacun vit les situations qu'on va décrire. Et à la fin de notre discussion avec Guillaume, on se laisse un temps de questions-réponses pour que chacun puisse revenir sur les points qui l'intéressent ou les points qui concernent son quotidien. Nous, la discussion, vraiment, on cherche à ce qu'elle soit la plus efficace possible pour votre quotidien. Donc, on est là pour vous et pour s'appliquer à ce dont vous avez besoin au jour le jour. Allez, maintenant, on a laissé les quelques secondes qui vont bien. Donc, on part sur notre sujet qui est le sujet des questionnaires cybersécurité. Avant d'aborder ça, peut-être Guillaume, tu nous présentes ce que fait Wifin, ce que toi tu fais au sein de Wifin. Volontiers. Du coup, comme c'est écrit, moi je suis le CTO de Wifin. Donc, comme la plupart des startups, je pense, j'assume aussi le rôle de RSSI. Et du coup, Wifin, c'est une fintech qui est spécialisée dans la finance durable, qui a été fondée en 2018, qui compte une quarantaine de personnes aujourd'hui et qui a pour mission d'accompagner nos clients. Donc, nos clients, c'est les institutions financières, à améliorer et industrialiser leurs pratiques de durabilité. Donc, on a constaté que la durabilité dans la finance, elle est bien présente, tout le monde en parle, mais qu'aujourd'hui, les responsables de l'intégration des données ESG, donc ESG pour environnement, social et gouvernance, les trois grandes catégories qu'on manipule quand on fait de la durabilité, soit les analystes ESG, ils n'ont pas d'outils qui leur est consacré. Donc concrètement, aujourd'hui, c'est dur pour eux d'implémenter des critères ESG et de parler d'égal à égal avec leur contrepartie financière. Donc ça, c'est le problème qu'on essaie de résoudre à l'heure de notre produit SaaS, donc qui leur permet de s'y retrouver dans la jungle des données ESG, de construire leur méthodologie de notation, de collaborer en s'appuyant sur leurs données et de communiquer sur les stratégies. Donc en gros, notre objectif, c'est de permettre à nos clients d'utiliser à bon escient un maximum d'indicateurs ESG pour construire des stratégies ambitieuses et éviter le greenwashing. Donc, parmi nos clients, il y a pas mal de grands groupes. Et comme je l'ai dit, on a un produit qui manipule beaucoup de data, donc ce qui fait qu'on est particulièrement sujet aux questionnaires techniques. Oui, et merci pour cette introduction et ce lien avec la thématique d'aujourd'hui. Et nous, c'est ce qu'on constate avec toutes les startups tech qu'on accompagne. Pourquoi elles sont extrêmement exposées à ces questionnaires? C'est parce que le plus souvent, la valeur ajoutée de l'innovation qui est apportée par les startups tech, c'est de manipuler des datas et d'en faire quelque chose d'intelligent. Et la meilleure valeur ajoutée qu'on a, c'est sur des datas qui sont les plus sensibles possibles, c'est-à-dire celles qui contiennent le plus de métiers. Et donc, c'est pour ça que la conséquence naturelle de ce positionnement-là fait que les gens qui vont vous confier leurs data, ils vont exiger qu'il y ait un niveau de sécurité autour de ces data qui est celui que eux s'imposent à eux-mêmes. OK? Donc, on va voir ce sujet-là, se mettre à leur place, comprendre comment eux, ils vivent cette situation et du coup, quelles sont les contraintes qu'ils vont appliquer à leurs fournisseurs et donc à vous. OK. Donc, on est parti, vu qu'on est dans la saison 1, on fait un rappel des épisodes précédents parce qu'à chaque fois, on construit sur ce qu'on a dit précédemment. Et le premier épisode de cette saison 1, c'était de comprendre ce que c'est que la cybersécurité, ce que c'est qu'une roadmap de cybersécu. On se remet en tête les quelques concepts qu'il y a. D'abord, c'est les actifs, c'est-à-dire c'est ce qui contient l'information
qui a de la valeur pour vous. Donc, ça va être du matériel ou de l'immatériel. Et ensuite, à chacun de ces actifs, on exprime la cybersécurité comme 3 fonctions qui s'appliquent à l'actif. La confidentialité, c'est-à-dire seules les bonnes personnes peuvent y accéder. L'intégrité, c'est-à-dire si on laisse l'information à un endroit, on la récupère telle qu'elle. Elle n'a pas été modifiée par quelqu'un ou quelque chose et elle est toujours valable. Et disponibilité, c'est-à-dire qu'au moment où vous avez besoin de cette information, elle est disponible et vous la trouvez quand vous en avez besoin. Et donc, finalement, la cybersécurité de votre structure, ça va être ces 3 fonctions-là, appliquées à chacun de ces actifs en dual. Qu'est-ce que c'est qu'un incident de sécurité? C'est perdre tout ou partie de ces 3 fonctions-là sur tout ou partie de vos actifs. OK? Une politique de sécurité, c'est un ensemble de mesures qui vont être soit d'ordre technique, soit d'ordre organisationnel, soit d'ordre pratique culturel. Et chacune de ces techniques de protection vont être soit avant une attaque, où l'objectif c'est que l'attaque n'ait pas lieu, soit pendant. Donc là, c'est la détection incendie, hein. On détecte pour pouvoir couper l'incendie le plus vite possible. Et remédiation, c'est les incidents, ça arrive quand même, et il faut savoir bien y réagir et revenir rapidement en état de fonctionner. OK, donc ça, c'est une politique. Ça, c'était notre premier épisode. Donc, on avait vu ensemble qu'est-ce qu'étaient ces concepts-là, quels objectifs on se fixait dans une bonne politique cyber, comment on l'évalue et comment on dimensionne comme il faut, quelles étaient les mesures les plus courantes et par rapport à quoi on s'évaluait. Ensuite, notre épisode 2, on avait zoomé sur la gestion des accès, puisque, comme on a vu, la confidentialité, c'est quelque chose d'important. Et ensuite, il faut comprendre à quoi mènent les politiques d'accès qu'on donne, c'est-à-dire les mots de passe, ou bien dans les SaaS, dans les applis SaaS, qu'est-ce que ça veut dire sur votre posture de sécurité. Et on avait vu des moyens de bien gérer ces sujets-là. Donc maintenant, on passe à notre troisième épisode, qui est notre épisode sur les questionnaires de cybersécurité client. Donc pourquoi, en fait, vos clients, ils ont besoin de questionnaires de sécurité. Donc là, on va prendre un peu de recul, et ce que je vous propose, c'est de vous mettre à la place d'un de vos clients. Et donc, un client, donc on va prendre plutôt les boîtes importantes, hein, ETI, grands groupes, qui ont en général en interne des équipes de CISO. Donc, CISO, si vous croisez le terme, c'est Chief Information Security Officer. Donc, c'est en français le RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d'information, qui va être en charge pour une grosse structure d'organiser toute sa politique cyber. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en charge de décider comment on sécurise les postes, comment on sécurise les usages, comment on sensibilise les gens. Et dans son spectre aussi, il a le sujet de la sécurité de l'information, qu'elle soit à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur. Et donc, lui, il va prévoir tous les scénarios d'incidents en cyber, et il va prévoir notamment les 2 scénarios qui sont là à l'écran. C'est-à-dire, vous voyez à gauche, vous avez le groupe ou l'ETI qui a peur qu'un de ses fournisseurs l'infecte lui-même en lui envoyant des virus, ou bien perde des données ou se fasse voler des données. Donc là, ça, c'est un incident qui va toucher directement le grand groupe dans son patrimoine informationnel. Il y a un deuxième scénario qui est plutôt un scénario classique de défaillance de chaîne de sous-traitance. C'est plutôt que du fait d'une attaque, d'un ransomware ou autre, une PME ou une start-up, elle est plus capable d'opérer son service pendant X jours ou X semaines ou X mois. Okay, et donc là, évidemment, l'impact métier, il varie selon votre criticité dans les process de votre client, mais il faut comprendre que lui, il a envie de gérer ces deux scénarios-là. OK, donc, vous avez une question là en sondage qui vous propose de dire est-ce que vous avez déjà dû annoncer à un client un incident de sécurité? C'est quelque chose qui est forcément douloureux et sur lequel vous imaginez bien que vous avez envie d'avoir des réponses qui sont bien structurées quand vous le faites. Le sujet, c'est que ces choses-là, ça arrive. On a des exemples qui sont légion, on en a pris quelques-uns ici. Et
évidemment, par exemple, si vous prenez le sujet d'Airbus, bon, bah, évidemment, les gens qui voulaient voler des plans de pièces et des plans de certification et tout ça, bah, en fait, c'est plus facile de passer par des PME sous-traitantes qui sont moins bien protégées que d'aller attaquer le cœur d'Airbus pour obtenir ces sujets-là. On a beaucoup de cas comme ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, donc là, vous voyez la stat, c'est 2 tiers des grandes compagnies qui ont eu ce genre de problème. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, nous, ce qu'on a compris en parlant à des grands sites industriels, notamment dans des industries très sécurisées comme du nucléaire, c'est que en réalité, eux, ils ont 500 000 fournisseurs et le quotidien du responsable de sécurité, c'est de recevoir des notifications de fuite et d'attaques réussies chez des sous-traitants 1 à 2 fois par semaine. Donc en fait, nécessairement, quand vous vivez ça 1 à 2 fois par semaine et qu'à chaque fois vous devez répondre à cet incident-là en disant bon bah alors attention, ce gestionnaire de paye, il a eu un incident, qu'est-ce que ça veut dire sur les données perso des employés du site? Ou bien est-ce qu'il faut que je bloque les emails qui viennent de ce domaine-là? Ou à chaque fois, ça demande eux du temps de réponse et du temps d'analyse et de la gestion de scénarios de crise. Donc nécessairement, à chaque fois, ils vont vouloir anticiper et limiter le nombre de crises qu'ils ont à vivre. Et c'est du coup une responsabilité qui est très concrète. Ce que je veux vous faire comprendre là, c'est que si vous étiez dans leur cas, vous auriez aussi envie de bien maîtriser le risque tiers qui s'applique à vous. OK? Donc maintenant qu'on a fait cette introduction, on va parler, Guillaume, de la manière dont ça se concrétise, d'accord, toute cette affaire-là. C'est-à-dire, bon, maintenant, on a bien compris pourquoi ces acteurs-là, ils ont besoin d'évaluer le niveau de sécu de leurs fournisseurs. Bah, maintenant, quelle forme ça prend? Donc, toi, déjà, Guillaume, dans ton expérience, comment tu as vu les premières fois? Comment tu as compris ce sujet-là? Sous quelle forme il est apparu? J'ai donné un peu la réponse en parlant de questionnaire, mais dis-nous, toi, le Bah, tout à process. fait, une douleur intense, hein, je pense, et vraiment des formulations enfin, oui, effectivement, recevoir, ça, c'est jamais agréable parce que c'est toujours un vocabulaire qui est spécifique. On sait souvent, on a l'impression de bien faire et quand même répondre aux questions, c'est challengeant, surtout quand on est une start-up et tout ça. Donc c'est vrai que les premières fois, moi, j'ai un passé où je viens des grands groupes avant, donc je l'ai vécu de l'intérieur avant de le vivre de l'extérieur. Donc c'était un peu Mmh. plus, facile de comprendre. Mais effectivement, on constate que comme tout le monde, c'est souvent des gens qui manquent de temps et du coup, bah, les questionnaires, c'est aussi un moyen pour eux, bah, de screener, avant de pouvoir avoir un vrai échange derrière, pour évaluer les choses. Donc une fois que moi j'ai compris que c'était surtout un moyen, de pouvoir passer à l'étape où on discute vraiment de ce qu'on fait, de ce qu'il faut faire concrètement et de ce qu'on a en place et de comment on satisfait les vraies problématiques, bah, c'est plus facile à envisager, quoi. Ouais. Effectivement, il y a ce concept qui est que il y a les responsables de la sécurité du potentiel client, ce qu'ils cherchent à faire, c'est établir un lien de confiance entre cette structure et vous. Et donc, ce lien de confiance, la première étape, ça va être cette étape du questionnaire de sécurité, c'est-à-dire qu'ils vont vous envoyer un questionnaire qui est générique, qui est nécessaire dans les process le plus souvent. Et ça, c'est quelque chose qui est important d'avoir en tête. C'est que ce qu'on constate, c'est que maintenant, étant donné que le volume d'attaque, il est de plus en plus important et il touche de plus en plus de petites boîtes, ça devient vraiment nécessaire dans les process commerciaux de passer cette étape sécu comme une étape legal de signature d'un contrat. Et ce qu'on voit malheureusement, c'est que des fois, ça ralentit beaucoup le process commercial qui, par ailleurs, est une réussite. Et donc, là où il faut être attentif et où vous pouvez anticiper, avoir une meilleure performance business, c'est vraiment en étant capable de traiter ces sujets de sécurité rapidement. Parce que si le deal se met en attente pendant 3 semaines en disant bah, on attend le retour de la Sécu, bah, vous imaginez bien en termes de closing commercial que c'est compliqué à vivre, quoi. Et que des fois, vous pouvez peut-être perdre une lead ou ce genre de choses-là qu'on voit malheureusement des fois. Et donc nous, aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est vous donner les clés pour justement ne pas vivre ces situations et être
dans un mode où la Sécu ne ralentit pas et même accélère la création de la confiance avec votre futur partenaire. Donc, comme tu l'as dit, les ciseaux en face de vous, ils n'ont pas de temps non plus, comme tout le monde. Et donc, ils ne vont pas réinventer la roue dans le sens où les référentiels de sécu, globalement, ils existent. Les maturités, on sait comment les expliquer, les exprimer. Vous avez 2 référentiels qui sont très utilisés, c'est ISO 27001 et SOC 2, mais plutôt aux États-Unis. Donc, si vous êtes sur un marché plutôt local, ce sera ISO 27001, plutôt américain, ce sera SOC 2. Mais donc, les ciseaux là, globaux, enfin ici, c'est ISO 27001. Et donc, quelle forme va prendre concrètement le premier des documents que vous allez recevoir de peut-être votre contact commercial qui va dire, bah voilà, maintenant, il faut que l'équipe Sécu valide le deal. Ça, c'est ça. OK. Donc, vous en avez peut-être déjà connu, déjà vécu. Donc, Guillaume, est-ce que tu peux nous raconter comment tu reçois ça, le premier que tu as reçu, comment tu l'as vécu? Bah, je crois que j'ai déjà un peu répondu avant, mais oui, c'était un peu submergé parce que beaucoup de questions qui se recoupent. On sent que c'est souvent des questionnaires qui sont rédigés à plusieurs personnes et du Ouais. coup, il y a souvent des overlaps entre des thématiques et on ne sait pas vraiment s'ils attendent la même réponse ou si c'est vraiment des départements différents qui ont des autres attentes. Donc, difficile vraiment de se mettre dans la tête de la personne qui l'a écrit. Et du coup, première conclusion, c'est que les 2 colonnes les plus importantes, c'est commentaires et explications, quoi. Pour, Mmh. Effectivement, et donc, ce qu'on voit, c'est que ce tableau-là, là, on vous a mis le début du tableau, la fin du tableau, vous voyez à gauche le nombre de lignes, 179. Et donc vous imaginez que remplir ça et ensuite, et à chaque fois sachant qu'à chaque question, c'est quelque chose qui parfois est un peu difficile à comprendre ou parfois a trait à des éléments qui sont pas forcément, toujours bien cadrés ou bien calés dans votre tête. Et donc, ça amène à quoi ce, ce constat-là? C'est qu'en fait, il faut être bien préparé. Il faut être bien préparé parce que là, vous allez être capable, si vous avez une politique de sécu qui est bien organisée, vous allez être capable de savoir rapidement solliciter votre niveau de maturité et de l'expliquer sur les différents points du questionnaire qui couvre, comme je le disais, tous les points, tout le scope d'une ISO 27001, c'est-à-dire tous les éléments qui vont constituer une bonne politique de sécu. Euh, et donc, les thèmes qu'on va être capable d'aborder là-dedans, alors pardon, je ne vais pas dans le bon sens, mais c'est comme ça que j'en parle là. Les thèmes qui sont couverts dans ces questionnaires, ça va être des thèmes à la fois techniques. Donc là, ça va être comment, si vous avez un produit tech, comment vous opérez ce produit tech. Donc là, ça va être des DevSecOps, est-ce que vous chiffrez vos bases de données ou est-ce que vous les hébergez, qui a accès, qui peut faire l'admin, tout ça pour essayer de comprendre s'il y a des chemins d'attaque classiques qui sont laissés ouverts. Vous allez avoir les sujets d'IT, c'est-à-dire comment sont gérés les devices de la boîte, parce que ça peut être la source des attaques, des mauvaises configurations, ou si on perd un ordi, est-ce que ça donne accès à toute la base de données client, etc., ou métier. Les backups, puisque en fait, ça va être décisif dans la capacité à se remettre d'un incident. La sensibilisation, c'est important pour les équipes. Et 2 points qui sont importants et qui sont les plus difficiles finalement à résoudre rapidement ou sur lesquels on peut donner rapidement confiance, c'est les audits. Donc là, c'est-à-dire certains exigent des pen tests et donc là, si vous n'en avez pas, ça s'invente pas. Et surtout, le point, nous, qu'on voit très important pour construire la confiance, c'est la documentation. Alors, ce n'est pas le plus marrant à faire, mais en fait, c'est un très bon indicateur de maturité pour les gens qui vont évaluer votre posture. Parce que si vous avez pris le temps d'écrire des documents qui décrivent bien les mesures de sécurité que vous avez, ça veut dire que vous y avez bien réfléchi, que vous avez fait des arbitrages posés et que vous les avez ensuite transcrits dans un document. Donc, ça n'est pas le plus tripant à faire. Évidemment, nous, avec Contrôle, on vous aide à le faire et on vous aide à structurer ça de manière propre, justement pour être prêt dans ces moments-là.
mais c'est souvent, je le dis là, parce que c'est souvent le premier, finalement, la motivation qui amène beaucoup des clients contrôle, des utilisateurs de notre plateforme, qui viennent et qui disent, bah, en fait, sur ces questionnaires-là, là, j'ai du mal à répondre sur la partie documentation, et c'est par là qu'on tire le fil de la structuration de la politique. Donc, sachez que c'est un élément important pour comprendre votre posture. Euh, donc, je reviens sur l'endroit où on en était. Donc, on était ici. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces questionnaires-là, on en reçoit de la part de chaque client. Guillaume, c'est ton expérience Oui, aussi. oui, oui, effectivement, légèrement différent à chaque fois. Donc, à chaque fois, les mêmes tourments. Est-ce que c'est vraiment la même question? Est-ce qu'il faut que je remette la même réponse qu'avant? Est-ce qu'ils attendent la même chose, etc., quoi. Mm. Et du coup, toi, comment tu recommandes de répondre aux questions euh, qui, qui se répètent, ou est-ce que tu recommandes de répondre très précisément à chaque point et de manière custom à chaque questionnaire, ou bien est-ce que tu as des astuces là-dessus? Non, nous, on a tendance à vraiment essayer de capter les thématiques, enfin, qui, en fait, se rapprochent beaucoup des thèmes que tu viens de présenter, et Mm, à préparer des réponses plus étoffées autour de ces thèmes-là, quitte à les répéter sur des questions connexes, parce que l'information globale est bien présente, quoi. mm. L'important, c'est d'avoir un message, bah, pour le coup, qui est clair, où on va pas essayer de noyer le poisson, dire ouvertement ce qu'on fait pas, et encore mieux ce qu'on compte faire. Parce que mais bon, ça, c'est des choses dont on va certainement parler après. Oui, absolument. Et c'est très important ce que tu dis là. Je me permets d'insister là sur ce que tu as dit, c'est-à-dire que si je fais la synthèse avec ce que tu disais au début, c'est que l'objectif de ces questionnaires, c'est de créer le début de la relation de confiance. Et donc, c'est pas d'être dans un exercice scolaire, de répondre exactement à chaque point et puis de se limiter à la réponse à chaque point. Si vous donnez des bonnes réponses qui permettent à ce que le lecteur il ait l'information qu'il cherche, ben, finalement, c'est bon. Même si l'information qu'il cherche, c'est pas exactement la bonne ligne. Ce que je veux dire, c'est si vous avez des réponses qui sont standards et bien étoffées, comme tu le disais, sur les bonnes thématiques, ils trouveront les informations qu'ils cherchent. C'est ça qui compte. OK? Après, Et vous, évidemment, ça réduit le temps de réponse parce que vous faites moins de custom. on a eu, nous, c'est quelques contre-exemples aussi de questionnaires où il n'y avait pas du tout de droit à l'explication, c'était juste des colonnes de réponses brutes. Donc, dans ces cas-là, bah, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a quand même l'étape d'après qui existe. Mais c'est Mhm. juste moins confortable d'y arriver, quoi. Et du coup, c'est ça qui fait le problème de ces questionnaires génériques, c'est qu'ils ne sont pas liés à votre situation ou votre maturité. Parfois, ils sont pas liés à votre même rôle vis-à-vis du client, parce qu'il va envoyer le même à tout le monde, que ce soit un fournisseur sensible ou pas sensible. Donc, bon, bah, ça, c'est tant qu'on n'a pas de système plus intelligent pour faire ces évaluations de risque tiers liées au business, eh bien, on est bloqué dans cette situation et vous devez la vivre. Et donc, il faut, ça, on vient de le dire, c'est-à-dire que quand vous avez le sentiment qu'il y a une question qui est un peu plus large que ce que vous faites ou qui n'est pas très bien adaptée, n'hésitez pas à le dire. C'est un humain qui lit le questionnaire en face. Et je rappelle que votre objectif, c'est de créer la confiance. OK. Euh, Tu l'as dit aussi, notre recommandation, et ça c'est vraiment basé sur l'expérience, c'est qu'il faut être toujours transparent le plus possible. Euh, les ciseaux qui vous lisent, ils sont eux-mêmes pas au niveau où ils aimeraient être sur tous les aspects de leur politique. Et c'est normal parce que la Sécu, c'est de l'amélioration continue et surtout sur des boîtes qui sont jeunes, c'est normal de ne pas avoir encore tout structuré, de se dire bah, ça, c'est prévu dans les mois qui viennent. OK. Euh, et donc, du coup, n'hésitez pas à vous engager sur une roadmap. Et c'est là aussi que l'expertise contrôle peut vous aider quand vous êtes face à ces situations. C'est pour évaluer ce qui est vraiment critique de point de vue d'un ciseau ou bien ce sur quoi vous pouvez vous engager dans 6-9 mois parce que c'est correct et, comme posture. Et surtout, n'enjolivez pas parce que si vous avez des incohérences dans les réponses, en fait, ça va briser la confiance. Et autant les gens peuvent être d'accord pour vous laisser une chance sur vous améliorer, autant s'ils sentent que vous essayez
de leur faire passer des trucs qui sont pas vrais, là, la confiance n'est pas créée et là, ça passe pas. Et on a déjà vu le cas de boîtes justement qui avaient un peu trop enjolivé, une boîte qui nous appelle ensuite, qui disait ah, c'est pas passé, du coup on voudrait là être mieux, et en fait c'était pas crédible. Je dis, non, en 10 jours vous n'avez pas progressé de tout ça, donc on vous croit pas quoi. Et le deal c'est pas fait. Donc là vraiment attention à ça. C'est ton expérience aussi, Guillaume, Oui, de... oui, ça vraiment, moi, de toute façon, en étant la personne technico-pragmatique je suis, j'ai beaucoup de mal à pas l'être. Mais un point qu'on a sauté sur la slide d'avant, qui Oui, justifie le sondage, c'était aussi le fait que souvent les questionnaires, ils peuvent tomber à côté, car trop génériques. Et oui, nous, en tant que plateforme SaaS, on a souvent des questionnaires qui s'adressent à un fournisseur de cloud, donc ils nous demandent de répondre comme si on était AWS. oui, Pareil, ça, c'est des choses où moi, j'hésite pas à dire que c'est des questions qui sont pas applicables à notre cas. oui. Et du coup, recentrer par rapport à vraiment ce que la solution produit. Ou au contraire, des questionnaires aussi qui vont nous prendre pour des ESN en disant vos intervenants, ils devront avoir Oui. des du groupe, etc. Donc, ouais, c'est des choses qui arrivent. Ouais, et ça c'est super important. Et aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a vu des boîtes qui comprenaient pas pourquoi le questionnaire leur revenait, parce que donc c'était plutôt dans des boîtes de consulting ou dans le tertiaire qui disaient bah non mais moi c'est bon, j'ai dit qu'on était sur OneDrive ou sur Google Drive, donc bon Google ils sont ISO 27001 donc c'est bon. En fait, non, parce que vous comprenez bien que la situation, c'est que si tout le monde a accès à tous les documents dans la boîte, si le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la posture de sécurité de Google, c'est pas votre posture à vous. Et donc, comprenez bien que c'est votre politique à vous qui est évaluée. Évidemment, c'est important que votre infrastructure, elle soit fournie par des gens qui ont des bonnes pratiques, mais ça suffit pas. Donc, c'est ça qu'ils cherchent à évaluer. Et donc maintenant, parlons de vous, votre objectif. Donc là, je m'adresse à tous ceux qui nous regardent. Quel est votre objectif en matière de traitement des questionnaires de sécu? Donc comme on l'a dit, l'objectif de fond, c'est que vous créez la confiance avec vos interlocuteurs pour ensuite déclencher les discussions plus précises ou plus custom dont tu parlais, Guillaume, qui vont être, OK, vous passez la première barre de confiance, ensuite on voit les détails ensemble et peut-être les choses à ajouter au contrat en termes d'engagement et ce genre de sujet. Euh, Opérationnellement, l'objectif que vous avez en tête, c'est, la menace qui s'applique à vous, c'est qu'en fait, vous preniez du temps précieux aux personnes clés. Guillaume, je pense que tu confirmeras que c'est une menace réelle. Oui, oui, c'est sûr. Ouais. Parce que du coup, le risque, c'est que chacun de ces questionnaires, vu qu'il est un peu particulier et qu'il a beaucoup de pression dessus, parce qu'il est bloquant dans le processus commercial, ça remonte à quelqu'un dont le temps est très précieux et peut être utilisé à autre chose dans la boîte. Et passer 1 ou 2 heures de temps CTO, CEO là-dessus, c'est pas forcément ce que vous avez envie de faire. Donc votre objectif, c'est vraiment que dans l'entreprise, chacun qui est concerné par ces questionnaires puisse en autonomie les traiter en fait. Ok. Et dès que vous dites ça, en fait, ça apporte un ensemble d'organisation en interne qui est finalement assez logique quand on y pense sous cet angle-là et qui va libérer les profils CEO, CTO de ces sujets. Et nous, ce qu'on voit dans les boîtes où ça marche le mieux, c'est que les personnes côté sales, côté pre-sales, ils sont capables de traiter ça en autonomie. Hmm. Ouais, surtout pré-sales, effectivement, parce que généralement, en plus, c'est des postes qui sont censés être un peu plus sensibles aux problématiques techniques et faire le pont entre les équipes. Quoi. Et donc, l'objectif, c'est de les mettre en autonomie là-dessus. Et donc, comment on fait, Guillaume? Vous, comment vous avez fait en interne pour atteindre cet objectif-là? Ben, du coup, rapidement, on a essayé de constituer une base de questions, un peu comme on aurait constitué une base d'entraînement pour un modèle de NLP qui devrait répondre à notre place, quoi. On n'est Mm. pas à ce stade-là, évidemment, mais en gros, vraiment prendre toutes les questions de tous les questionnaires et mettre nos réponses, entre guillemets, génériques en face pour que quelqu'un, après, qui est confronté à un nouveau questionnaire, enfin, c'est vrai que c'est bateau, hein, comme tu dis, mais c'est vrai que ça aide beaucoup. Enfin, moi, concrètement, ça m'a permis, les derniers questionnaires, de ne pas intervenir du tout, en fait, Mm. lors des réponses. Et du coup, que chacun puisse rajouter un nouvel exemple de question par thématique en face de la réponse qu'on peut aussi compléter au gré des nouvelles questions.
Et comme ça, on va de plus en plus vite pour répondre à ce genre de sollicitations-là, quoi. Et c'est C'est vrai ça, donc qu'on a tendance au début à vouloir faire du custom en se disant, bah ouais, on est dans une période de vente, donc on veut faire de l'exceptionnel, on veut faire vraiment répondre au plus précis et tout, et en fait, on constate que c'est pas là que l'effort est utile, quoi. Mmh. Donc, en fait, bien organisé, à partir, nous, on recommande à partir des 2-3 premiers que vous recevez, bah, vous comprenez la structure. Nous, évidemment, dans Contrôle, on vous la donne, cette structure et du coup, vous savez organiser les quelques grosses réponses, enfin, les questions macro qui vont s'appliquer aux différentes parties de votre politique sécu. Vous mettez en face, des bonnes réponses et puis ensuite, les gens sont capables de traiter ça. Donc surtout, vous l'archivez à un endroit et vous informez bien l'équipe de comment ça fonctionne, et vous l'entretenez. Et alors, il y a un point d'attention quand même sur le côté self-service. C'est-à-dire qu'il faut faire attention que les gens répondent bien les bonnes choses aux bons sujets et donc que vous structuriez bien cette base de connaissances. Guillaume, c'est aussi ton Oui. expérience? Aussi une des aventures effectivement qu'on a vécues, parce qu'on a 2 produits dans la boîte et du coup les gens s'étaient servis des réponses pour un produit pour répondre à l'autre, qui n'a pas du tout les mêmes objectifs de sécurité, et du coup on avait surdimensionné une réponse, on a pu corriger le tir, mais c'était le risque, c'est aussi ça, c'est vraiment de différencier, bah, d'arriver à évaluer le contexte et du coup que ce soit aussi quelque chose qui soit distribuable dans la boîte, de voir quel est vraiment le but et quel est le niveau de sécurisation du client. Parce que c'est pareil, nous, on a des gens qui sont très très exigeants et Mmh. d'autres bah, qui, voilà, quoi, si on leur dit qu'on y fait attention, ça leur suffit, quoi. Ouais, donc voilà, bien structurer votre base de connaissances pour que les gens qui répondent en autonomie évidemment, bah, ils répondent en autonomie de manière correcte et pas en autonomie de manière, Et aléatoire. si je dis ça, ça peut être aussi des engagements trop forts qu'on prend parce que nous, je vois qu'il y a certaines choses comme certains types de firewall ou des règles qu'on va mettre en plus. Bah, pour certains clients, on détecte qu'il faut s'engager sur ce genre de choses-là, même si c'est un Mmh. coût après pour l'infrastructure et tout, alors que d'autres, en fait, n'en ont pas besoin et mettre une réponse générique, bah, pourrait nous engager des coûts supplémentaires qui sont pas nécessaires au vu du niveau de sécurité qu'on vise, quoi. Ouais, super intéressant, super intéressant. Effectivement, vous n'oubliez pas que c'est aussi des engagements que vous prenez dans ces questionnaires-là. L'engagement le plus classique étant les SLAs, donc c'est-à-dire les niveaux de service que vous garantissez. Si vous copiez-collez un 99,9999 attention parce que peut-être vous avez envie de le garantir à votre meilleur client, mais peut-être pas à tous, et donc là, vous prenez des engagements, enfin des engagements sur la suite. Donc très important, que ce soit les SLAs ou les mesures de sécurité effectivement spécifiques. Merci Guillaume, on a bien couvert les sujets de questionnaire de sécu qu'on avait en tête. Maintenant, je me tourne vers l'audience. Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que je vois? Comment mettre la barrière entre la transparence et le secret de fabrication? Alors, je fais démarrer la réponse en direct. Euh, Comment mettre la barrière entre la transparence? En fait, on vous demande de parler de votre posture de sécurité. Dans la posture de sécurité, normalement, elle s'applique pas, à vos secrets de fabrication, quoi, à votre métier. Il y a une partie, évidemment, qui va être l'infra, qui va être la manière dont vous opérez les éléments. Là, vous pouvez avoir des secrets là-dedans, mais ce qu'on va vous demander, c'est vraiment de rester sur comment vous garantissez les 3 fonctions dont on parlait sur les actifs. Et donc, vous avez des manières qui sont assez génériques de traiter ça, qui sont les mesures de sécurité qu'on connaît, les bons accès, heu, les bonnes expirations, les bons chiffrements, etc. Et donc, le secret de fabrication qui est contenu dans votre produit, il est assez rarement atteint par un sujet de sécu. Si jamais c'est le cas quand même, à ce moment-là, c'est tout à fait acceptable de dire, bah, en fait, ça fait partie de notre sauce interne, donc parlons-en de manière plus précise et parlons-en d'humain à humain. Et à ce moment-là, on vous décrit les choses sans forcément les consigner dans un document ou, est-ce que tu as déjà eu ce cas, toi, Guillaume?
Alors non, parce qu'on n'a pas de secret d'implémentation à proprement parler, mais on a quand même la notion de NDA qui arrive tôt dans l'établissement des contrats et qui nous permettrait de couvrir ce genre de problématiques. Euh, mais OK. Donc après, effectivement, c'est couvert par NDA et s'il y a des choses particulières, encore une fois, vous considérez ces questionnaires comme la première étape et vous renvoyez ça à l'étape ensuite de discussion intelligente d'humain-humain. L'autre axe de réflexion, peut-être, c'est aussi le fait que ça doit être auditable derrière. Si on vise que ce soit SOC 2 ou ISO 27001, euh, à quel point ce secret pourrait être caché de ce genre de démarche-là aussi. Mmh. Et auquel cas, si eux ont le droit d'y accéder, ils pourront prouver que c'est sécurisé par ce biais-là, quoi. Oui, c'est une bonne manière de le voir aussi, c'est que vous pouvez avoir un secret, mais votre secret, réfléchissez quand même à quels observables extérieurs vont garantir que le résultat de votre secret de fabrication. OK? Et ça, vous devez pouvoir le garantir. Et après, comment vous le faites, à la limite, vous pouvez dire ça, c'est mon secret, mais vous pouvez en déduire un observable de sécurité. Question suivante qu'on a. Je remplis souvent des questionnaires, très souvent des questionnaires. Très souvent, les questions ont une tournure différente par client et m'arrive parfois de douter sur ce que demande vraiment le client. Quoi faire dans ce cas? Est-ce que ça donne une mauvaise image de nous? Hem, Si vous avez, la base de données de réponses, dont on parle, c'est-à-dire des réponses assez étoffées sur une même thématique, il vous sera pas reproché de donner plus de détails sur, que la question que vous comprenez. OK? C'est un peu c'est difficile à répondre parce que, effectivement, il y a un certain moment où, si vous répondez à côté, ça peut, être désagréable pour la personne qui lit et du coup, ne pas obtenir la réponse qu'il souhaite et du coup, relancer ou faire des itérations qui vont prendre du temps. Là, je suis tenté de dire, c'est la valeur ajoutée qu'on apporte, aussi avec Contrôle, c'est qu'on est capable, nous, de savoir ce qu'il y a derrière et de vous permettre, si la question n'est pas claire, de creuser et de comprendre qu'est-ce qu'il cherche à saisir et du coup, quelle réponse, est pertinente pour vous. Est-ce que toi, Guillaume, ça t'inspire quelque chose, Ouais, comme je disais au début, moi, c'était vraiment une crainte que j'avais aussi. Et c'est vrai que le fait d'avoir vu maintenant que c'est toujours, déjà que la décision principale, elle vient quand même du côté produit. Donc, que les questionnaires de sécu sont effectivement revus, mais c'est surtout, comme on disait au début, pour passer à une étape de discussion après. Nous, vu au début, on annonçait vraiment beaucoup de choses sur la roadmap, hein. Concrètement, on n'est toujours pas ni ISO 27001 ni SOC 2. On va accélérer cette année, hein, Michael. Oui. Mais, mais du coup, ouais, c'est vraiment on communiquait beaucoup sur ce qui allait venir après, de manière transparente. Et du coup, après, en général, on avait le contrat qui était signé sur cette base-là, puis une prise de rendez-vous directe avec les équipes de sécurité du client qui nous permettait d'aller plus loin dans les réponses. Donc, mon expérience perso par rapport aux grands groupes et des choses comme ça, c'est que les réponses génériques n'ont pas jamais bloqué en fait l'obtention d'un contrat, et que de toute façon après il y a l'étape à l'oral qui permet de faire les bonnes précisions et d'apporter les bonnes preuves, quoi. Merci Guillaume. Hem, Je sais pas si on n'a pas on a le temps de voir si la réponse était satisfaisante ou pas. on va voir, n'hésitez pas à le dire dans le chat si vous avez des follow-up sur ces questions-là. Lucas, dans ma startup, nous sommes 12, dont seulement 3 en tech, et nous recevons des questionnaires comme si nous étions une entreprise avec d'énormes moyens. Les grands groupes OTI font-elles l'autruche sur le fait qu'il n'y a pas les moyens dans les toutes petites structures pour la cybersécurité? En fait, c'est vrai que c'est difficile parce que pour eux, la posture de sécurité, elle est assez indépendante de votre taille. C'est-à-dire que, imaginez, vous faites un service de marketing et vous obtenez, toute la liste, de diffusion pour faire, des bons algos de marketing. Pour la grande boîte, en fait, le risque qu'elle, elle court est pas lié au fait que vous êtes, 3, 6, 12 ou 50. Donc, eux, en termes de gestion du risque tiers, ils vont devoir, exiger un niveau de sécu de votre part qui est important et c'est bien pour ça que
Finalement, la fonction cybersécurité, nous, on la considère comme une fonction support du business qui n'est pas un sujet facultatif, mais qui est un sujet qu'il faut bien structurer. Alors, évidemment, le niveau de sécu, la bonne nouvelle, c'est que le niveau de sécu sain à atteindre pour une petite structure, il n'est pas si difficile à atteindre, parce que justement, vous n'êtes pas beaucoup. Donc, en fait, vous pouvez prendre des raccourcis, vous pouvez dire qu'il y a des choses qui sont gérées humainement plutôt que techniquement. Donc, ça, ce n'est pas un frein au fait que vous soyez au niveau qu'ils attendent. Par contre, il faut traiter le sujet en interne, et c'est bien pour ça qu'on a envie de vous permettre de le traiter de la manière la plus légère qui soit, c'est-à-dire que vous soyez au niveau attendu, mais avec une charge qui est cohérente avec votre situation. Mais de l'extérieur, vous devez avoir le même niveau que quelqu'un qui est bon sur la gestion du coût du risque qu'il fait assumer aux autres. Une chose qui est utile, enfin qui a été utile pour nous, c'est l'utilisation de beaucoup de technologies managées, par exemple, qui nous a permis de valider de facto plein de requirements de sécurité. Typiquement, on n'a pas à gérer les vulnérabilités des OS, on n'a pas à gérer des choses comme ça. Du coup, on peut aussi trouver dans les petites structures des accélérateurs par les choix techno qu'on fait. Et ça, effectivement, c'est super important dans le sens où il faut que vous ayez en tête que votre politique cyber, elle sera d'autant plus difficile à opérer que vous avez beaucoup d'actifs dont vous êtes responsable des 3 fonctions de sécu, comme on disait au début. Donc, typiquement, s'il y a des datas dont vous n'avez pas besoin, ne les stockez pas, parce que comme ça, vous n'aurez pas à les traiter. Si vous avez des infras à gérer, comme tu dis, Guillaume, essayez de confier toute une partie de la sécu de l'infra à une structure pro et du coup, ne pas l'avoir dans votre scope. Donc, c'est votre responsabilité de choisir le scope que vous êtes capable de maintenir, quoi. OK. Je remonte. Allons-nous recevoir un lien à l'enregistrement de ces webinaires? Absolument. Et ils sont même maintenant sur donc Livestorm et YouTube. Un peu similaire à Jérôme, j'essaye de faire monter mes équipes, mais avec les différentes tournures, c'est compliqué de leur fournir une réponse qui matche une question et ils se perdent. Comment se construire ce répertoire questions-réponses en incluant les différentes variations de la question? Là, c'est déjà, vous pouvez, en plus de faire la petite encyclopédie qui vous concerne, c'est déjà d'archiver toutes les réponses que vous avez déjà faites au questionnaire au même endroit. C'est-à-dire, vous le mettez avec. Donc, au moins, les gens, ils auront accès au corpus de toutes les réponses déjà faites et déjà validées par le management. Et donc, souvent, quand même, en croisant les sujets, ils vont arriver à répondre à ça. Après, il n'y a pas... Il faut quand même se forcer assez rapidement à le mettre en commun parce que sinon ça fait un volume, comme on a vu, un questionnaire, c'est à chaque fois 179 questions, donc à chaque fois avec des petites différences. Donc le travail, à la limite, au moment où on cherche la réponse, c'est un bon moment où on se dit, en fait, quelle était la question connexe et mettre la nouvelle question à côté, enfin, d'expérience, c'est un peu collé, c'est un peu reculer pour moins bien sauter, quoi, de tout empiler au même endroit. Oui, parce qu'on n'a pas parlé du rythme de réception de ces questionnaires. Évidemment, ça dépend de votre rythme commercial. Mais Guillaume, chez toi, là, en ce moment, en régulation, c'est à peu près quoi? En moyenne, on en a au moins un par mois avec des pics à plusieurs quand Ouais. les fins de vacances scolaires, des choses comme ça. OK. Donc c'est pour ça que c'est utile de bien le répartir dans la boîte et de créer une sorte d'entraide là-dessus. Hem et peut-être qu'un jour, on aura un ChatGPT-like qui sera intégré à Control, qui permettra quand on aura bien structuré sa politique dedans, de proposer des réponses déjà faites à des questionnaires. Donc pour l'instant, c'est de la science-fiction, mais en fait, ça arrive vite, la science-fiction, en ce moment. Louis, dans votre expérience, quel impact a l'obtention du certif ISO 27001 SOC 2 sur les questionnaires? En dehors de faciliter les réponses, avez-vous des cas où un CISO dispense de questionnaires?
la réponse au questionnaire, elle reste le plus souvent, nous on a vu qu'elle restait nécessaire. Elle restait nécessaire, mais en fait, vous avez, enfin, ça va être beaucoup, beaucoup plus rapide puisque ça va pouvoir être beaucoup plus lapidaire, quoi. Et puis, le fait que vous ayez passé ISO 27 et SOC 2 aura fait que vous aurez structuré toute la documentation et donc déjà finalement répondu à la majorité, enfin toutes les questions qui peuvent être posées dans un questionnaire. Et surtout, comme on le disait, vu que l'objectif c'est vraiment de créer la confiance, en fait, même si vous devez formellement répondre au questionnaire, la confiance elle sera créée et ils liront pas tellement le détail des réponses, quoi. Oui, donc moi on n'a pas encore l'assertif, mais on a déjà un cas où juste annoncer qu'on était en voie de l'obtenir, ça a bien fluidifié les discussions. Clairement, vous inspirez très confiance en faisant ça. Donc, et que vous ayez en tête, SOC 2 est plus facile à atteindre et moins gourmand en ressources que ISO 27001, parce que SOC 2, c'est le référentiel américain, il est plus pragmatique que ISO 27001, qui est le référentiel plutôt français-européen, enfin utilisé en France et en Europe plutôt, et qui ajoute une couche de management et de contraintes organisationnelles sur des comités, sur ce genre de systèmes qui sont absentes de SOC 2. Donc, si vous avez une marche à faire, commencez par le SOC 2, ISO 27, et au passage, on est en train de travailler avec l'industrie de cybersécurité française à construire un référentiel qui soit justement équivalent de SOC 2, mais qui, euh, qui parle au marché français et européen. Et on a d'ailleurs notre passeport cybersécurité qui a exactement cet objectif-là, c'est-à-dire vous permettre de prouver les étapes intermédiaires entre rien et ISO 27001, et donc vous permettre d'accélérer ces process-là. Nous avons tendance à référencer les articles de notre PSSI. Est-ce une mauvaise pratique? Non, c'est une bonne pratique. C'est une bonne pratique, surtout que ce que vous pouvez faire, donc ça renforce le fait que votre PSSI, bah, elle est effectivement, vous la connaissez, elle est mise en place et c'est bien. Ce que vous pouvez faire du coup facilement, c'est de dire, voir paragraphe 1.2 et puis mettre une phrase de ce paragraphe-là qui, en copier-coller, qui va permettre au lecteur de ne pas avoir à ouvrir le document à côté forcément. Et maintenant, vous pouvez aussi faire résumer un paragraphe par ChatGPT ou autre, et donc construire aussi votre base de connaissances comme ça. OK. Ah bah voilà, on a quelqu'un qui nous parle de ChatGPT. Julien, on a essayé d'automatiser avec l'extension de GPT Sheet. Ça fonctionne moyennement à ce stade, mais je suis sûr qu'on peut l'automatiser. Pas une question, et pour rebondir, effectivement, on y pense aussi. Donc, on fait des expérimentations pour voir là ce qui se passe. Alors, la particularité, faites attention quand même, quand vous utilisez ChatGPT sur les plans actuels ou d'autres outils comme ça, c'est que les infos que vous donnez, elles rentrent dans le modèle. Donc, faites gaffe à ne pas faire fuiter des infos qui vous concernent là-dedans. Donc, nous, pour les expérimentations, on attend de pouvoir avoir accès à des modèles qui sont, dont la privacy est garantie et dont le scope des informations reste dans un scope contenu. Donc, faites gaffe si vous faites des tests là-dessus, à pas lier des infos identifiants de votre entreprise à des postures ou des choix que vous faites qui sont censés être privés. Eh bien, super, merci pour toutes vos questions. Je crois qu'on a, on a bien traité le tout. N'hésitez pas dans le chat, Mathieu a donné plus de détails sur l'ISO, je vois. Excellent. Les données sont désormais non utilisées par OpenAI pour info, sauf si option explicite. Effectivement, j'ai vu ces derniers jours qu'il y avait eu quelques options. En tout cas, faites gaffe. Le conseil, c'est faites gaffe, vérifiez avant de le faire que la politique s'applique bien à l'outil que vous utilisez, puisque chaque outil maintenant qui forque tout ça a ses propres politiques. Je vous remercie tous pour votre présence. Merci beaucoup, Guillaume, pour ton partage d'expérience. Merci pour l'invitation.
et ravi d'avoir partagé sur ces sujets. On se retrouve eh bien, dans 3-4 semaines pour notre thème suivant qui va être la gestion des devices au sein d'une boîte. Donc là, on revient sur un sujet vraiment, on va dire, terre à terre. C'est gestion des devices, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête, pourquoi, de quoi on se protège et comment on structure ça dans sa boîte. Merci Guillaume et à bientôt. Au revoir.